Oui, oui, parfait. Peut-être on n'a pas besoin de ça, du coup. Très bien. Alors, merci infiniment, Monsieur le Président de séance. Voilà. Et merci à Anya et félicitations. Elle est où, Anya? Elle est là, voilà. Je l'avais perdu de vue. Bravo, parce qu'effectivement, sur ce genre de sujet, voilà, on a toujours des réticences. Moi, j'étais habitué à avoir des réticences sur mes sujets. Donc, c'est pas, voilà, je suis parfaitement à l'aise. Et justement, puisque on voulait, je pense, montrer que la recherche et l'imaginaire ne sont pas incompatibles, bah, c'est ce que je vais essayer de faire dans le temps qui m'est imparti. Alors, on est un peu en retard, mais je vais essayer quand même de garder un temps raisonnable pour tout ça, et pour pas prendre trop de temps à tout le monde, hein. Euh, Initiation à la cétologie imaginaire, bah, d'une certaine façon, vous l'aurez compris, il s'agit d'énerver tous ceux qui pensent que le sujet est une blague. Et donc, comme il y en a peut-être pas parmi nous, j'imagine, ni à distance, mais qui se disent, voilà, eh bien, ce sera d'une certaine manière la façon que j'ai de leur montrer que si vous avez des préjugés, bah, ce n'est pas à la fac de droit qu'il faut venir. Voilà. Alors, petite déclaration d'intention d'abord, quand j'ai proposé cette conférence et cette présentation à Anya. Le droit est mobile, hein, comme la baleine. Vous connaissez l'adage de Nemo, mobili in mobile. Eh bien, ici, c'est ius in mobile que je vous propose. Alors, ce que je vous propose de faire, eh bien, c'est de suivre une baleine imaginaire nommée Seti, que vous entendez. Qu'on a beaucoup discuté avec cette baleine, hein. Il a fallu du temps pour qu'elle accepte de se livrer. Donc, ce cétacé imaginaire qui est doué de conscience, de raison et d'émotion. Et en fait, il sillonne une mer particulière. C'est la mer de nos représentations, de la façon dont nous représentons le monde. Parce qu'ici, à la faculté de droit comme ailleurs, d'ailleurs, nous pensons le monde d'une certaine façon. On va la trouver, cette baleine Seti, elle a pris plusieurs apparences, vous allez le voir. Tantôt, c'est un monstre marin, tantôt, c'est un monde, on va le voir. Elle est dans nos mythes, elle est dans nos légendes, mais on la trouve aussi parfois dans d'autres types d'océans. On a évidemment nos océans, mais on a aussi notre ciel. Ici d'ailleurs qui est particulièrement clair à Nice certains soirs. C'est pas pour rien qu'on a un observatoire de la Côte d'Azur et quelques lieux d'observation du ciel. Le ciel, vu comme un océan d'étoiles, c'est aussi un espace que la baleine, que le cétacé peut occuper. Et puis, on parlera aussi, vous avez déjà, notre vice-doyen à la recherche a déjà parlé d'environnement et de protection du vivant. J'aborderai aussi, notamment dans cette communication, la question des droits fondamentaux des animaux à travers cette baleine imaginaire, et puis le rapport qu'on a à l'exploitation du vivant. Et ça vous évoquera un certain nombre de choses, bien entendu, que vous connaissez déjà, deux capitaines au moins, qu'on va retrouver, Akab d'un côté, Nemo de l'autre, que j'évoquerai. En conclusion, je dirais que cette communication, en conclusion de ma déclaration d'intention, bien sûr, à terme de cette communication, j'espère vous prouver et vous montrer que nous sommes des juristes mobiles et que notre mobilité est la quintessence de notre qualité, en fait, et de notre pertinence. Et donc, nous sommes capables de sonder les grands fonds des problèmes juridiques pour aller jusqu'à la redéfinition même de la vie, de l'intelligence, de la liberté et des droits fondamentaux des êtres humains, mais de tout ce qui aussi vit sur la Terre ou dans notre imaginaire. Et comme vous le savez très bien, mais Agnès l'a rappelé, le juriste est parfaitement capable de réfléchir sur des fictions pures, sur des hypothèses pures, et il n'a pas besoin de simplement se concentrer sur la réalité. Alors, je vous ai mis quelques représentations ici de cétacés dans la culture japonaise, ou en tout cas de monstres marins dans la culture grecque, la culture japonaise, la culture latine, même la culture égyptienne, puisque ce serpent que vous voyez, c'est une des représentations du monstre marin. Et puis le 10 mai, nous avons eu un rorqual qui est passé dans la baie de Nice. L'information est sûre, puisque c'était Nice matin. Donc elle est là, voilà cette image que j'ai récupérée. Comme pour nous faire un petit salut, Anya, pour ce colloque en particulier, je ne puis douter d'autres raisons qui feraient que ce cétacé passe par ici. Alors, je vais traiter ça donc en trois temps.
3 fois quelques minutes, le cétacé comme monstre, le cétacé comme monde, et enfin le cétacé comme métaphore ou hypothèse juridique, on va pouvoir le voir. Alors d'abord, le cétacé est un monstre. C'est une créature marine démesurée et qui est comme une sorte de permanence, d'invariance dans notre culture, dans nos cultures humaines. Tu l'as dit, Anya, les enfants rêvent de baleines sans jamais en avoir vu. Eh bien, dans nos mythes profondément ancrés, il y a cette idée que la mer recèle des monstres marins, des monstres démesurés qui peuvent nous menacer. On le trouve dans toutes les cultures. En hébreu, évidemment, tout le monde connaît le terme de Léviathan, qui inspirera Thomas Hobbes beaucoup plus tard. Qu'est-ce que ça signifie, Léviathan? C'est un monstre tortueux, enroulé, un serpent toujours aquatique. On trouve également la déesse Tiamat en Mésopotamie, qui est l'incarnation même de l'océan. Et enfin, chez les Égyptiens, le serpent aquatique Apopis, qui vit dans l'océan de l'inorganisé, l'océan chaos primordial en quelque sorte. Et dans cet océan, eh bien, il cherche à renverser la barque du soleil. Et donc c'est le chaos qui cherche à renverser l'ordre organisé. Alors ça veut dire que dans un premier temps, ce cétacé mythique est un danger pour nous, les juristes a priori, puisque nous cherchons à organiser le monde, nous cherchons à stabiliser un certain ordre social, à défendre des valeurs, à avoir peut-être parfois des catégories, des typologies juridiques. Et ce Léviathan est en quelque sorte un principe perturbateur de nos catégories juridiques. Et ça tombe bien, puisque les juristes sont des gens impavides et qu'ils aiment, comme les navigateurs, être perturbés, être confrontés à des éléments qu'ils ne connaissent pas. Alors, je vais essayer de vous donner des interprétations juridiques. Ici, vous avez évidemment Kétos, qui a été latinisé en Cétus, qui est un monstre marin envoyé par Poséidon pour punir l'orgueil de Céphée, de Cassiopée et d'Andromède, mais en particulier de Cassiopée et d'Andromède. Pourquoi? Parce que Cassiopée, eh bien, elle avait prétendu qu'elle-même et ses filles étaient plus belles que les nymphes de Poséidon et que par conséquent, elle dépassait les dieux. Et Poséidon, très en colère, eh bien, envoie ce premier monstre marin, Kétos, donc Cétus, qui a donné le nom de cétacé ensuite, qui vient pour finalement montrer la colère de Dieu et empêcher que cet orgueil continue. Et donc le roi est obligé en quelque sorte de sacrifier sa fille, Andromède. Donc il l'enchaîne sur un rocher, vous connaissez ça très bien. Le monstre vient la chercher et in extremis, elle est sauvée par Persée qui, passant par là, après avoir affronté Méduse, l'une des 3 gorgones, eh bien, parvient en quelque sorte à affronter ce monstre et à le terrasser. Et alors, en échange, qu'est-ce qu'il demande? Il demande la main d'Andromède. Et donc, vous avez déjà 2 branches du droit qui sont concernées ici. La sanction divine, la sanction pénale, et vous savez qu'au départ, le droit vient des dieux. Et puis, le droit matrimonial avec la question du consentement, parce que à dire vrai, dans un masculinisme tout à fait compréhensible pour l'époque, on se demande bien si Andromède a droit au moins à la parole, ce qui n'est pas évident dans ce cas-là. J'avance, évidemment, une autre référence que vous connaissez bien, Moby Dick, Herman Melville, un texte évidemment incontournable dans notre culture, cette obsession du capitaine Ahab pour chasser, pourchasser et éradiquer Moby Dick, la baleine blanche. Alors, pourquoi Ahab et Moby Dick ont-ils un intérêt juridique? Parce qu'en fait, on peut rapprocher le Ahab de Herman Melville du Ahab de la Bible, en réalité, de la tradition hébraïque, qui avait été condamné à mort et condamné par Dieu pour avoir poussé son peuple à adorer des idoles, à idolâtrer des représentations de ce qui n'était pas Dieu, ce qui n'était pas Jéhovah lui-même. Et par conséquent, cet Ahab biblique a vu sa royauté être retirée et sa famille détruite, et il a dû faire amende honorable. Et évidemment, Dieu l'a puni. Alors, si je vous ai mis un petit extrait ici, parce qu'évidemment, relire Moby Dick, quel bonheur.
En parfaite harmonie avec la houle, Moby Dick poursuivait sa course serein, dérobant au regard humain son corps criblé de harpons et l'horreur de sa terrible mâchoire. Il cachait aussi dans les profondeurs de l'eau et dans sa force colossale sa ruse démoniaque. Et sa force colossale et sa ruse démoniaque. Ça finit très mal, je pense que je ne vous livre pas un spoiler. Hein. Moby Dick finit très très mal. Et donc c'est encore ici l'idée de la faute infligée par l'autorité souveraine, et en l'occurrence ici, non pas l'autorité de Poséidon, mais l'autorité d'un des trois grands monothéismes que nous connaissons. La science-fiction et l'imaginaire de la science-fiction a transposé ce monstre marin, ce Léviathan, et on trouve un texte, alors je pourrais en citer beaucoup d'autres, hein, mais j'en cite qu'un sur cette thématique-là, qui s'appelle Baleinier de la nuit, d'un auteur américain, Robert F. Young, qui a écrit ce texte en 1980, et qui fait tout simplement la transposition des baleines dans le ciel, dans l'espace. Et donc dans cette transposition, on trouve des léviathans de l'espace, doués de conscience, doués d'un sentiment de volonté, de liberté. Et ces baleines sont chassées pour être décérébrées et être utilisées comme vaisseaux spatiaux. C'est-à-dire que dans ce futur-là, de la science-fiction, les chasseurs de baleines, finalement, traquent ces gigantesques cétacés du ciel, du cosmos, et les transforment en vaisseaux spatiaux pour l'humanité, car elles ont un pouvoir extraordinaire, ces baleines, et c'est une symbolique déjà très forte. Elles traversent le temps. Elles peuvent aller du passé vers le futur, en passant par le présent. Elles peuvent changer finalement la perception du temps. Et donc, elles promettent à l'humanité le voyage instantané à travers toute la galaxie. Et c'est l'histoire d'un personnage, je ne détaillerai pas, hein, qui s'appelle John Starfinder, et qui est un des chasseurs de baleines, et qui va faire un accord avec une baleine. Elle va lui proposer sauve-moi, et je te ferai traverser tout l'univers et tout l'espace-temps. Et c'est ce qui se passe dans le roman, qui est un des romans les plus poétiques, en particulier pour le type de langage qui permet à la baleine et au baleinier de communiquer. Deuxième point, le cétacé comme monde. Alors ça, c'est une autre chose intéressante. Vous savez que depuis toujours, l'humanité a peur du gigantisme de la baleine, du cétacé, et elle a peur d'être avalée par la baleine. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la baleine? Et est-ce que être avalé par la baleine, c'est mourir? Et la fascination des enfants pour ces cétacés qui sont capables de tout avaler, de tout dévorer, on la retrouve évidemment, tu penses bien Anya que je n'aurais pas manqué d'évoquer la référence que tu nous as donnée. Alors si je commence par quelques références culturelles, une particulière, c'est le bestiaire médiéval de Anne Walsh, donc qui est écrit en 1633, médiéval, c'est plutôt même le grand siècle, à dire vrai, qui est une baleine-île qui trompe les marins. Les marins croient aborder sur une île, après avoir traversé des étendues océanes démesurées elles aussi. Ils abordent sur l'île, ils se rassurent, et finalement la baleine ouvre la gueule et les avale. Alors il y a ici, dans la baleine monde, dans le cétacé monde, une ambiguïté intéressante entre protection et claustration, entre enfermement et construction d'une civilisation. Et au fond, je me demande si pour les juristes que nous sommes tous ici, est-ce que ça n'interroge pas aussi les limites des modèles sociaux que nous nous donnons? Finalement, nous sommes tous enfermés dans nos représentations et attachés à des traditions dont nous avons l'habitude, que ce soit l'existence de l'État, qui est un léviathan, par exemple. Eh bien, interrogeons-nous véritablement parfois avons-nous la capacité de penser hors de l'État? Est-ce qu'on peut penser, par exemple, la disparition de l'État? C'est très rare qu'on le fasse véritablement. Et lorsqu'on pense à ça, on peut se dire que nous sommes enfermés finalement dans nos représentations, dans nos modèles juridiques, dans nos paradigmes juridiques, comme Jonas, par exemple, l'a été dans la baleine. Et bien sûr, le Pinocchio de Collodi. Alors, je vous ai mis ici un petit exemple de Jonas, mais je ne vais pas vous faire l'affront de revenir sur probablement ce qui est le thème le plus connu de la baleine monde, du cétacé monde.
Jonas a été enfermé par Dieu et a été avalé en quelque sorte dans un cétacé parce qu'il n'avait pas voulu prêcher dans la ville de Ninive. Il n'avait pas voulu remplir sa mission et pour le punir, eh bien Dieu le fait en sorte que par les circonstances de sa fuite, il soit avalé pendant 3 jours par une créature marine gérante, alors un cachalot, un cétacé, peu importe à dire vrai. Et pendant ces 3 jours, il va se repentir. C'est la claustration, c'est littéralement la peine de prison, ou comme je l'ai mis ici avec un peu d'humour, vous me pardonnerez, une sorte de garde à vue, pour qu'il ait le temps, Jonas, de réfléchir à ce qu'il a fait et qu'il puisse éventuellement s'en repentir. Et puis bien sûr, vous avez le cétacé prison comme métaphore de l'introspection, écrit par Collodi, c'est Pinocchio, et je ne résiste pas. C'est un extrait qui est court, hein, rassurez-vous. Je ne sais pas si on voit bien, peut-être ça vaudrait peut-être le coup d'éteindre. Bon, de toute façon, c'est pas important parce que c'est l'intérieur qui compte ensuite. Voilà. En fait, on voit le navire de Geppetto et de son petit chat qui s'appelle comment? Figaro. Figaro. L'extrait est en anglais, malheureusement. Not a bite for days. We can't hold out much longer. I never thought it would end this way, Figaro. Starving to death in the belly of a whale. And poor little Pinocchio. He was such a good boy. Voilà, donc l'extrait de Pinocchio qui vous donnera peut-être envie de le revoir avec ce pauvre Geppetto qui meurt de faim au fond du ventre de la baleine pour expier des fautes, peut-être ce qu'il n'a pas fait en tant que père, ce qu'il n'a pas réussi à faire en tant que père et qui a amené son fils, son petit Pinocchio sur le mauvais chemin. Et enfin, dans la science-fiction, on trouve aussi, toujours dans ce deuxième thème, des cétacés villes. Des cétacés cités, d'ailleurs, Céti n'est-il pas l'anagramme de cité? Et donc on trouve des villes dans des créatures imaginaires qui sillonnent l'univers. Ici, un texte de Jean-Claude Dugnac, qui est un auteur français de science-fiction, qui a écrit un cycle qui s'appelle Étoiles mortes, dans lequel l'humanité s'étend dans les étoiles grâce à ce qu'il appelle des animaux-villes, qui avalent et qui permettent à des populations démesurées d'entrer en elles pour les amener d'un bout à l'autre de l'univers. Très beau texte et très beau cycle. Et enfin, le cétacé technologique, le cétacé artificiel, pas très poétique celui-là pour le compte. Hein. Il a été imaginé par un ingénieur américain, qui s'appelle Gerard K. O'Neill. C'est la station orbitale en forme de cylindre. On pourrait imaginer, voilà, hein, ici, hein, vous le voyez, hein, en forme de cétacé, hein, un cétacé du ciel, un cétacé orbital, dans lequel eh bien, la société tout entière peut entrer, peut habiter et peut survivre. Ici, je vous ai montré les plans de l'ingénieur. Hein. Il peut y avoir des centaines de milliers de personnes à l'intérieur de ce cétacé. Je vous laisse choisir hein, entre la poésie et la solitude de Geppetto dans le ventre de la baleine et ce cétacé artificiel, technologique et froid qui, clairement, n'est pas une alternative à nos problèmes environnementaux. Et enfin, pour finir, je suis dans les temps, hein, je respecte mon temps, le cétacé comme métaphore, c'est ce qui m'intéresse le plus. La métaphore du cétacé, elle va intéresser les représentations que nous avons de la société, mais aussi de l'altérité. Hein, il y a 2 aspects dans cette métaphore qui, pour moi, sont importants. Aller à la rencontre de l'autre, et donc étendre nos droits jusqu'à l'autre, celui qui n'était pas soumis à nos droits et qui vient interroger la validité de nos droits. Et c'est arrivé plusieurs fois dans l'histoire de l'humanité. Et puis, bien sûr, l'interrogation du système en tant que tel, comme je le disais tout à l'heure. Quel type de monde nous créons
avec nos systèmes juridiques et quel type de société. Alors la première métaphore, je la trouve chez un auteur que j'ai beaucoup étudié, un utopiste qui s'appelle Tommaso Campanella, un Italien, un moine dominicain de la Renaissance, qui a écrit une utopie qui s'appelle La Cité du Soleil. Et dans cette Cité du Soleil et dans son œuvre en général, Campanella nous fait une sorte de métaphysique, spéciale dédicace à notre vice-doyen à la recherche, que je sais très bien à quel point lui aussi l'environnement et l'écologie l'intéressent énormément, une métaphysique de l'écologie intégrale. C'est-à-dire que Campanella a l'intuition de la finitude du monde et de la nécessité de penser le monde comme un ensemble fini au sein duquel nous vivons et où tout est interdépendant. Il a cette phrase absolument superbe lorsqu'il traite de ce qu'il appelle la machina mundi. Il nous dit « Le monde est un grand animal et nous sommes en lui ». Et par conséquent, si nous n'acceptons pas cette métaphore, eh bien, nous ne sommes pas capables de penser la nécessité d'adapter nos droits en fonction de nos ressources, en fonction de nos besoins, en fonction finalement de la précarité qui toujours menace l'équilibre de nos sociétés. Et puis un autre grand philosophe, c'est le capitaine Nemo. Alors lui, le capitaine Nemo, il est vraiment incroyable parce qu'il nous fait ce que j'appelle en tant que juriste, parce qu'on est bien en tant que juriste ici, une éthique du fort interne. Tous ceux qui ont fait du droit romain savent que c'est le fort interne. Le fort interne, c'est aussi ce qu'on appelle dans le christianisme le tribunal de la conscience. Et le fort, c'est par définition le tribunal. Alors tout le monde sait que Nemo aime bien couler les navires en surface avec son sous-marin. Mais ce qu'on oublie parfois, c'est l'apologie que fait Nemo de la diversité du vivant. Capitaine Nemo, c'est peut-être l'un des premiers grands écologistes. C'est lui qui fait du Nautilus un lieu d'observation, un lieu en mouvement qui permet de percevoir la richesse et la diversité. Et c'est un idéaliste, contrairement à l'image qu'on peut avoir. Il dit par exemple, attaché sans doute à une vision de la loi naturelle, le bien doit être constant, il doit être solide. Ici se trouve la perfection, ici, entendez, sous les mers. Ici se trouve la perfection, ici, c'est le monde extérieur qui est imparfait. Et puis je vous ai mis un petit extrait qui montre que Jules Verne avait le sens de la poésie des termes scientifiques. Il donne toutes les catégories comme ça de créatures sous-marines qui sont toutes absolument exactes et toutes pratiquement imprononçables. Mais surtout, regardez ce qu'il dit en première phrase. Ne les mange pas, qui les prend. Ce qui veut dire que notre rôle n'est pas simplement de regarder la mer et d'exploiter ses ressources ou d'exploiter les cétacés, mais en l'occurrence de les étudier, de les comprendre et non pas de se contenter de les consommer. La science-fiction va reprendre une nouvelle fois cette idée d'équilibre écologique en l'étirant à l'échelle de l'univers. Et là, c'est un très grand auteur que vous connaissez sans doute indirectement. Qui n'a pas vu 2001, l'Odyssée de l'espace? Ne levez pas la main. C'est l'auteur Arthur C. Clarke, un Britannique, un auteur européen, pas un Américain, c'est un Britannique, qui a été à l'origine de 2001, l'Odyssée de l'espace. Et surtout, eh bien, cet auteur britannique, Arthur Clarke, c'était un passionné des océans, un passionné de la mer, un passionné notamment de l'étude des cétacés. Et dans plusieurs de ses romans, comme ici en 1955, Les Prairies bleues, eh bien, il imagine comment on peut faire un parallèle entre l'équilibre écologique sur Terre et l'équilibre écologique d'autres planètes dans l'univers. Quand Elon Musk nous propose d'atteindre d'autres mondes, la réponse d'Arthur Clarke serait d'abord, comprenons-nous l'écologie de ces mondes et fussent-ils réels, serons-nous capables de ne pas les détruire comme nous l'avons fait déjà avec une grande partie de l'écosystème et de la biosphère terrestre. Et pour conclure, puisque j'en suis à la 24e minute, j'avais dit 25 minutes, pour conclure, je voudrais vous donner un petit point d'alerte. Et pour ça, je vais utiliser un auteur qui est un créateur de bande dessinée, un artiste extraordinaire qui s'appelle Philippe Cazat, qui a fait énormément d'illustrations de romans de science-fiction, dont
dans beaucoup de collections fondamentales, comme chez Gallimard, chez Folio, chez J'ai lu en livre de poche, qui a eu de très nombreux prix, et qui, dans une bande dessinée, car la bande dessinée est un art majeur, et on aurait tort ici, nous juristes, de considérer la bande dessinée comme en dehors de nos objets d'étude. La bande dessinée, le cinéma sont autant utiles dans nos représentations que la littérature en général. Il décrit un monde qui s'appelle le monde d'Arcadie. Et ce monde d'Arcadie se situe dans un très lointain futur où l'humanité a détruit en fait la planète Terre et où la planète ne tourne plus sur elle-même. Ainsi, d'un côté, c'est la nuit permanente, et de l'autre, c'est le soleil permanent. Et les créatures qui ont survécu au cataclysme, eh bien, vivent, vous savez, sur cette ligne incertaine du terminateur entre ombre et lumière. Et dans ce cycle du monde d'Arcadie, on y découvre une créature en particulier qui est un cétacé, au sens plein du terme. Elle s'appelle Noun. C'est une île Léviathan vivante. Vous la voyez ici. Hein. Je vous en ai mis une des images. Et Noun est une créature mobile, en fait, qui, on pourrait dire, rampe sur le sol, parce qu'il n'y a plus d'océan. Elle rampe sur le sol, elle se déplace, elle cherche la chaleur. Sauf qu'elle va avaler un certain nombre de personnages humains. Et ces personnages humains, qui ont leur propre projet, veulent retrouver un certain nombre de choses. Ils veulent mener une quête. Et ils vont détourner Noun de sa trajectoire naturelle, pour l'asservir à la satisfaction de leurs besoins. Et ce faisant, eh bien, ils la soumettent à une trajectoire qui n'était pas celle qu'elle voulait prendre. Ils l'amènent vers un froid et vers une nuit toujours plus grande, et ils la poussent à l'extinction. À la fin du récit, cette Noun, ce cétacé hypothétique et imaginaire, eh bien, finit par mourir. Il meurt de quoi? Elle meurt de quoi? De l'obsession des humains, comme Akab, pour la satisfaction de leurs besoins et de leurs rêves et finalement de leurs obsessions. Et donc le message que je pourrais vous livrer en conclusion, en ayant abordé ces trois aspects du cétacé comme créature, comme monde et comme métaphore, c'est que nous, les juristes, avons la capacité à penser autrement. Nous sommes des juristes mobiles, et notre rôle, un peu comme les philosophes de Platon, ce n'est pas de rester dans le ventre de la baleine et de se contenter de penser toujours de la même façon, c'est d'en sortir pour cela représenter intégralement et interroger nos catégories juridiques et la façon dont nous traitons le vivant autour de nous. Voilà. Donc merci pour m'avoir accordé, Anya, la possibilité de faire cette petite introduction, et j'espère que je n'ai pas trop dépassé mon temps. Merci.